J'ai deux passions dans la vie, c'est la culture et la transmission. Je pense que quand j'étais diplômée, j'avais déjà cette volonté de créer le job de mes rêves parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas tout ce monde des startups, toute cette bienveillance aussi, cet écosystème assez positif, je trouve, et assez vertueux. Donc on allait bosser pour des grandes boîtes où on s'ennuyait énormément. Donc moi, il m'a fallu commencer dans une grande boîte, partir à l'étranger. J'ai vécu 5 ans et demi à Dubaï, au Moyen-Orient. J'ai vécu aussi en Italie. Et puis, au fur et à mesure de mes voyages, de mes pérégrinations, je suis revenue à ma passion première qui est la culture et l'éducation. Je suis entrepreneur parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Après, aujourd'hui, on loue beaucoup les entrepreneurs, on les met en avant, tout le monde veut être entrepreneur, start-upper. Je trouve que ça, c'est dangereux, il y a une vraie dérive, parce que Dieu sait que c'est difficile et je ne le recommande pas à tout le monde. On n'est pas forcément tous faits pour, et moi-même, parfois, je me pose des questions, je l'avoue vraiment avec beaucoup d'humilité. C'est dur de tenir, mais en même temps, c'est énormément gratifiant. La qualité principale d'entrepreneur, je suis désolée, c'est pas sexy, mais c'est la pugnacité, la perspicacité, c'est persévérer, la persévérance peut-être. Il y en a plein d'autres qu'il faut avoir, je pense, c'est la curiosité, c'est une vraie humilité pour rebondir, parce que moi j'aime bien dire, si le plan A ne marche pas, il reste 25 lettres dans l'alphabet. Et c'est exactement ce que c'est que d'être entrepreneur. La bienveillance, parce que je pense que c'est un écosystème vertueux où tout le monde se connaît. Et pour donner envie aux gens de travailler avec vous, faut être bien aussi dans vos baskets. Si vous voulez donner, faut être prête à donner et à recevoir. Le monde est compliqué. Dieu sait que la vie est compliquée, mais en tout cas, chacun à notre petite échelle, ce qui est important, c'est de se trouver soi-même. Connais-toi toi-même. Moi, j'aime beaucoup cet adage qui était à l'époque sur le frontispice du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les hommes. Et j'ai créé The School of Life parce que je trouve que le concept est hyper intéressant. Il a été fondé à Londres initialement par un philosophe anglais-suisse qui s'appelle Alain de Botton, qui est un philosophe très moderne, contemporain, qui est dans la société et qui dit comment la culture qu'on a amassée depuis 2000-2500 ans, en philo, en littérature, en beaux-arts, en sciences, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans notre vie tous les jours? Comment moi ça peut m'aider à mieux vivre, à mieux interagir avec les autres, voilà. Et j'adore ce concept. Et je trouve que c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, justement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'école. J'étais un peu une polarde, j'adorais l'école. C'est grâce à ça que je suis devenue la personne que je suis devenue aussi. Donc, je ne veux pas critiquer l'école, mais c'est vrai que ça laisse part à une sorte d'intelligence. On ne fait pas d'art. On a vaguement des cours d'art plastique, mais moi, je n'ai pas eu l'expérience de super cours bien prodigués, donc je n'étais pas encouragée là-dedans. J'ai fait des longues études littéraires, mais je me servais plus de ma tête que de mes mains, et je trouve ça vraiment dommage. Puis l'école, elle n'apprend pas des choses comme la confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut être créatif, comment est-ce qu'on peut générer des idées et se nourrir, où aller chercher les idées, comment se renouveler, comment on peut se renouveler après un échec, après une épreuve, après un non. Après un redoublement, si on parle de l'école. Je me méfie beaucoup des réponses toutes faites, genre toi tu dois être boulanger ou fleuriste ou médecin. Je pense qu'on arrive dans un monde où on est tous amenés à sans cesse se renouveler, se réinventer, et puis qui sait si demain je vais pas passer un CAP et devenir pâtissière et je vais m'éclater pendant 5, 10, 15 ans, et puis au bout d'un moment je vais avoir envie d'être infirmière ou d'être prof. Et je trouve ça chouette que de plus en plus le monde nous y autorise. Donc je me méfie un peu des parcours tout tracés, parce que souvent les gens qui partent avec une idée en tête, ils font tout pour devenir inspecteur de police ou pompier, et puis au final quand ils l'ont, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être allés trop vite, un billet en tête, et ils n'ont pas vraiment réfléchi à leur projet. Moi je pense plutôt que le projet c'est une gestation, un accouchement, et qui peut prendre plein de formes et qui peut sans cesse se renouveler. On a le droit, il faut s'autoriser, et même si la société est encore un peu rigide, je pense que ça change beaucoup aujourd'hui, il faut s'autoriser à dire là je me suis plantée, ou alors là j'ai adoré, mais j'ai envie de faire autre chose aussi, et je ne suis pas juste un titre sur une carte de visite. J'ai écrit un livre sur la conversation, sur l'art de la conversation, qui est très français au final. Mon livre il s'appelle Trêve de bavardage, parce que je crois qu'on vit dans une société qui nous assaille de bruit, de communication, avec plus ou moins de sens d'ailleurs, et au travers de tout
ça. On peut parler des gens à l'autre bout du monde. Hier soir, je me suis fait un Skype avec ma meilleure amie libanaise qui vit à Dubaï. Mais on a du mal parfois à parler à son voisin de palier et à dire bonjour à la personne qu'on croise dans la rue et qui vit toute seule chez elle comme nous. Et on a cette impression de finalement être en contact avec le monde entier. Mais est-ce que moi, au jour le jour, ça me remplit et ça me nourrit et ça m'anime vraiment ces conversations? Je rencontre que des gens vraiment sympas, animés, qui me disent « Moi, j'ai envie de changer le monde, mais je ne sais pas comment faire à ma petite échelle. Je vais être inutile, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. » Et moi, je leur dis « Si vous changez la manière dont vous parlez déjà, le monde tournerait mieux. » Quand on pense aux dictateurs, ou quand un État passe de la démocratie au totalitarisme, la première chose qu'on fait, c'est qu'on bannit la liberté de parler, la liberté d'expression. La conversation, quand il y a eu des révolutions, etc., tout ça, ça se fomente au travers de conversations, justement, et ça permet au débat et à la société d'avancer. Ça commence par notre petite échelle. Et si jamais chacun changeait au jour le jour, au lieu de parler ragot, de parler de bêtises, de petites choses, on revenait à des vraies conversations, à des vraies rencontres, le monde tournerait certainement beaucoup plus rond. En tout cas, j'en suis convaincue. Et je pense que la vraie écoute, si les gens savaient mieux s'écouter, savaient mieux se sourire, se regarder, s'observer, s'écouter, on pourrait commencer à changer le monde de manière significative. Il y a une citation qui, moi, a guidé ma vie. C'est une citation de René Char, qui est un grand poète et résistant. Et cette citation a porté ma vie depuis ce concours, parce qu'elle figeait en un moment M tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, et je misais le tout pour le tout parce que j'avais eu une série d'échecs, etc. Et je me disais, si j'ai pas ce concours, je vais finir avec un caddie sous le Pont-Neuf. Donc j'y vais, j'ai plus rien à perdre, et c'était l'énergie du désespoir, et grâce à Dieu, j'ai eu ce concours et ça a changé ma vie, voilà. Mais la citation dit, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront.